Putain, ses cheveux, c'est vraiment une catastrophe. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de film et cette fois-ci on va parler de Thor Ragnarok. Alors comme j'ai vu lors de la première vidéo sur Blade Runner que ça dérangeait pas mal de monde, qui est en fait une seule grande partie qui est du spoil par-ci par-là, bah du coup là on va faire un peu comme fait les JDG, c'est-à-dire qu'on va faire une première partie, là qu'on va commencer directement, où il n'y aura pas de spoil, donc vous pouvez le regarder comme ça, et la deuxième partie, je prends en compte soit que vous avez vu le film, soit que vous vous en fichez un petit peu comme moi. Moi, je m'en fous des spoils, donc vous pouvez me spoil tous les films que vous voulez, je m'en fous. Thor Ragnarok, donc le troisième film sur le dieu du tonnerre, après Thor et Thor 2, le monde des ténèbres. Alors comment dire ? Je déteste au plus haut point, mais vraiment au plus haut point, les films Thor. J'adore le personnage, mais ce qu'ils ont fait au cinéma, je ne kiffe pas du tout. Encore le 1 est assez agréable à regarder, ça va, il passe. Mais le 2, ils avaient servi quelque chose de tellement vomitif, je trouve, que franchement, je m'étais dit que j'irais plus voir aucun film Thor au cinéma. Cependant, au vu des trailers sur Thor Ragnarok, obligé de constater que celui-là, il se portait un petit peu moins serious business et que du coup, ça pourrait être vachement bien. Et bah putain, j'ai pas été déçu. Marvel, ils ont enfin compris, ils ont enfin je pense, leur patte finale, c'est-à-dire que ils ont compris que pour les épisodes un peu filler comme ça, les films filler comme Thor Ragnarok où on s'en fiche un petit peu, il y a vraiment rien d'important, il faut qu'ils prennent un ton décomplexé, il faut qu'ils fassent de la blague, il faut qu'ils fassent de l'humour, il faut qu'ils fassent en fait les Gardiens de la Galaxie, c'est exactement ça. Depuis les Gardiens de la Galaxie et Deadpool, ils ont vu que l'humour ça marchait à fond et là ils sont lancés et c'est super. Je pense qu'ils vont réserver justement le côté un peu plus sérieux et j'espère à des films comme Infinity Wars, sûrement les Avengers, enfin des films plus sérieux, voilà, mais que les épisodes filler, eux, restent plus comiques. Ici, on suit donc Thor, accompagné de son frère Loki, ainsi que Dul, qui est d'une Valkyrie dont j'ai totalement oublié le nom et je ne sais même pas si on le dit durant le film, qui vont aller affronter Hela, la déesse de la mort, qui compte bien, après s'être fait banni par Odin, venir régner sur Asgard. Et c'est un scénario très basique, hein, mais à la limite on s'en fout, c'est trop bien, c'est trop bien. On va commencer par les points négatifs, comme ça ce sera fait, et puis voilà, on pourra passer à autre chose. L'histoire de cet opus qui est un peu... Mais, bah, faut bien remarquer un gros défaut de cet opus, c'est un peu la réalisation un peu inégale. Il y a des plans qui sont magnifiques en termes de réalisation, de mise en scène, de traitement de la photo, d'effets spéciaux. Ils sont juste splendides. Mais seulement, bah, tout le budget est passé là-bas. Et du coup, à un moment, on a des scènes sur fond vert totalement ignobles. Ça se voit, mais à des centaines de milliers de kilomètres que c'est des fonds verts. Et c'est vraiment dégueulasse. Ça m'a fait un peu grincer des dents dans la salle. C'était pas agréable du tout à regarder. Il y a aussi un parti pris de plus en plus courant dans ce genre de film, dans le genre de blockbuster. C'est en fait de montrer la vie du méchant quand il est pas si méchant que ça. Je sais pas, c'est un parti pris que moi je ne comprends pas trop en ce moment. Ça m'avait aussi titillé dans Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, donc vous pouvez voir le poster genre là, voilà, qui était quand même un super film, parce que je kiffe Pirates des Caraïbes. Mais ça c'est un autre débat. Je veux dire, dans Pirates des Caraïbes par exemple, quelle est la différence entre ce personnage et ce personnage ? La différence c'est que Davy Jones, il nous raconte pas son histoire. Davy Jones il fait allusion à son origine, à ce qu'il a vécu, mais il nous le raconte jamais. Dans La Vengeance de Salazar, et bah limite il radote en fait, il nous raconte beaucoup son histoire et il y a beaucoup de flashbacks et il y a beaucoup également de moments où on voit Salazar genre tout seul, alors que si je prends encore en opposition Davy Jones, et bah on voit Davy Jones seulement à quelques moments clés et à quelques moments où surtout un des personnages principaux du bon côté de la force est présent. Ou alors qu'un personnage un peu important, ou alors que c'est une scène qui va un peu justement être intéressante. Je trouvais que dans La Vengeance de Salazar, il y avait trop de scènes qui étaient pas intéressantes pour le personnage. Il y avait 100 milliards de façons de raconter son histoire autrement que justement lui nous racontant son histoire directement. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de films qui sont en train de faire un peu ça, de montrer le côté banal du méchant, et je trouve que ça casse en fait le mythe. Quand on voit pas un méchant au cinéma, quand on voit pas le méchant à l'écran, on se demande ce qu'il fait, on sait pas ce qu'il fait, il peut être en train de faire quelque chose de très très important. Alors que si on nous montre un méchant en train de faire quelque chose que limite on s'en fiche, je trouve que ça brise le mythe, que ça casse un peu ce côté vraiment démoniaque du méchant. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Thor Ragnarok. J'en parlerai un peu plus dans la partie spoil, mais voilà, les deux gros défauts, je pense que c'est ces deux points.
À côté de ça, sinon, on a vraiment beaucoup d'humour. Et ça, c'est vraiment, comme je le disais au début, le bon côté du film. C'est l'humour un peu niais, un peu débile, un peu what the fuck, mais c'est totalement assumé et c'est vachement bien. La dernière chose qui m'a vraiment marqué dans le film aussi, c'était la BO. Il y a une vraiment grosse musique, c'est une musique rock de Led Zeppelin, Immigrant Song, donc, et elle est géniale, enfin elle est géniale de base, mais elle est surtout super bien utilisée. Il y a beaucoup de films en ce moment, comme le côté méchant, bah, le cinéma s'adapte forcément, le cinéma change, le cinéma s'adapte, les codes du cinéma se transforment. Et là, il y a beaucoup de films qui sont en train de, je sais pas, d'avoir une nostalgie des années 80-90 et qui nous sortent énormément de morceaux très pop, très... Bah, tout ce qui est dans la pop culture en fait. Il y a énormément de morceaux de rock qui sont utilisés dans les films et souvent c'est pas très bien utilisé. Il y a des morceaux comme ça qui se drop en plein milieu du film sans vraiment d'explication, avec une scène pas forcément adaptée. Et là, c'est vraiment super bien utilisé. C'est utilisé genre je crois deux fois seulement, dont pour la scène finale, enfin la scène de combat final, qui est vachement stylée, que j'en parlerai un petit peu plus après. Et donc voilà, ça c'est vraiment mon côté, c'est l'utilisation qui a été faite de la musique et pas seulement un truc juste pour mettre ah, vous voyez, on a mis Led Zeppelin, c'est vachement bien. Et ça c'est vraiment encore le bon côté du film. Du coup, on a une bonne musique, on a de l'humour et on a également le côté beau en fait. Même si j'ai critiqué un peu les fonds verts, faut reconnaître que ce film, il est quand même vachement beau. Il y a des scènes, il y a quelques scènes, pas beaucoup, mais qui sont juste magnifiques. C'est vraiment des espèces de tableaux qui sont super beaux, avec des effets spéciaux super beaux. C'est génial. Et il y a aussi beaucoup plus de décors de façon Gardien de la Galaxie. On est vraiment sur une autre planète avec des décors comme on ne pouvait pas voir dans les premiers Thor. C'est vraiment ce que je reprochais au premier Thor en fait, c'était vraiment ce côté un peu sombre, un peu dark, vraiment un peu plus mature. Mais là c'est vraiment plus décomplexé, c'est beaucoup plus coloré et c'est vachement appréciable. Bon, on va pouvoir parler un petit peu plus en détail du film. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire qui vont spoil. Donc du coup, je dis au revoir à ceux qui n'ont pas vu le film. Et je vous laisse genre 10 secondes pour vous en aller et pour aller mettre un like sur les vidéos, pour vous abonner si vous voulez. J'ai pas beaucoup fait de vidéos en ce moment, je fais ma petite explication là maintenant pour ceux qui s'en vont. J'ai pas beaucoup fait de vidéos en ce moment parce qu'il y avait donc les nuits de champagne que je vous invite encore à aller voir sur le YouTube de Radio RP. Non, je mettrai pas le lien en fait. Et donc je vous invite à aller voir ça, c'était vachement cool mais c'était vachement crevant, donc je me suis pas senti de faire des vidéos en ce moment. Et puis je me suis dit que voilà, les vidéos, je vais essayer de les soigner un minimum et de pas faire ça à l'arrache. Donc des fois peut-être que j'aurai du retard une semaine sur deux, peut-être j'en sortirai qu'une semaine sur deux, peut-être je ferai ça, c'est peut-être un rythme un peu mieux pour sortir des choses comme ça. Donc voilà, excusez-moi et puis lâchez un like si vous avez aimé cette petite partie de la vidéo, même s'il y en a encore une grosse qui arrive. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide un peu à me faire connaître. Parce que pas que j'attends, mais ça me fait un peu plaisir également d'avoir des retours comme ça, J'ai beaucoup de retours positifs dessus d'ailleurs et je vous remercie beaucoup. J'ai pratiquement eu aucun retour négatif, donc soit les gens se taisent quand ça leur plaît pas, mais en tout cas c'est pas choquant au point de venir me troll ou venir m'insulter. Donc je suis très content déjà de ça. Et donc je vous dis au revoir, à bientôt et on va pouvoir passer à la partie spoil. Alors je vais pouvoir commencer à aborder un des points qui m'a vraiment soufflé dans le film, c'est la déconstruction du personnage de Thor. Le personnage de Thor, comme je disais, je ne l'aimais pas dans les autres films. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que les râles non plus en avaient marre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit complètement le personnage. Mais pas seulement via une symbolique, non. Ils l'ont détruit physiquement. Donc Thor, il perd, si on calcule bien, il perd son marteau face à Hela, qui le détruit. Mais vraiment, genre il se fait pas réparer, rien, il n'y a pas de sort qui fait qu'il revienne après. Il est détruit. Dès le début du film. Et ça, c'est vachement cool. Parce que Thor, c'est le dieu du tonnerre, comme me dit. Et en plus, Odin le dit dans le film. Thor, c'est pas le dieu des marteaux, c'est le dieu du tonnerre. Donc on aimerait bien voir du tonnerre et pas juste son putain de marteau. Et ça, c'était vachement cool. Qu'est-ce qu'il perd aussi? Il perd ses cheveux. Il tombe un peu ses cheveux. Ça, c'est vachement cool aussi. Il perd son armure. Et même à la toute fin, il perd un œil. Ces 4 points font que Thor, à la fin du film, n'est plus du tout le même que vous pouvez les voir dans les films d'avant. Et je pense vraiment que les réalisateurs en ont eu marre du traitement qui a été fait de Thor, et que du coup, ils avaient un peu le même avec moi, fallait faire table rase et faire un truc un petit peu plus décalé, et le rajeunir en fait tout simplement. Et c'est vraiment un des points qui a été le
mieux fait dans le film. On pourrait même aller plus loin et en disant que à la fin, Asgard, attention, gros spoiler, Asgard est détruit. À la fin, Asgard est détruit. Et du coup, là aussi, ça participe à la déconstruction du personnage. Asgard, c'est ce qui rattachait Thor, c'est son point d'ancrage dans le monde. Et là, le fait qu'il soit détruit, ça va l'obliger à aller vers d'autres horizons, à aller voir d'autres choses. Et là, ça peut être super intéressant. Et je pense que ça a été fait notamment pour Infinity Wars, pour donner une raison à Thor d'aller s'attaquer à Thanos. Et donc je pense très fortement que toute la déconstruction a été faite pour mieux l'élever pour Infinity Wars. Même si je suis un peu moins fan du coup du Thor avec le truc commodin, là, l'espèce de cache-œil de pirate. Bon, moi je suis pas très fan de ce cache-œil, je sais pas, je trouve que ça fait un petit truc disgracieux dans son œil, mais dans son visage, mais bref, à voir. Ce que j'ai également beaucoup aimé dans le film, c'est que Thor, dans ce film, enfin, il s'en prend plein la gueule. Thor, il bat personne dans ce film. Il se fait malmener par des indigènes, par la Valkyrie du début quand il la rencontre, par Hulk, par le grand maître, par Hela, par ses troupes. Il se fait malmener par tout le monde. À aucun moment, Thor, il réussit à battre un mec un peu plus fort que lui, quoi. Il bat des mecs random, mais à aucun moment, Thor, c'est le héros de l'histoire. Et c'est ça qui est vachement cool. Là, il se fait malmener. Même le combat de Fa, d'ailleurs. Le combat contre sa sœur, oui, parce que Hela c'est la sœur de Thor en fait, c'est sa grande sœur même. À l'époque où Odin était apparemment méchant, puisqu'on voit le passé un petit peu d'Odin via des vitraux, ça c'était bien fait aussi. Et même ce combat-là, Thor il peut pas le gagner. Thor il est trop faible pour gagner contre Hela, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il invoque le démon qu'on voit au tout début du film, il invoque, je sais plus du tout comment il s'appelle, il invoque donc cette espèce de grand démon de flamme qui provoque le Ragnarok, qui tue Hela et qui détruit complètement Asgard. Ça c'est vraiment quelque chose qui est en contraste avec ce qu'on avait pu voir dans les différents opus, et c'est vraiment quelque chose, même en fait dans tous les films de super-héros, que le super-héros en fait n'arrive pas à gagner, c'est quand même assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude, et ça c'est vraiment un bon point pour le film. En parlant de la méchante du film, elle est assez... mais je sais pas. Ouais, je sais pas, elle est forte, elle est tout ce que tu veux, mais je sais pas, je la trouve pas très stylée. Au pire que ce soit la sœur de Thor, on s'en fout un peu. Et je sais pas, son pouvoir en fait, c'est. Tu vois, Erza dans Fairy Tail, c'est ça en fait, sauf qu'elle a les mêmes épées et les mêmes armures tout le temps, donc. Ouais, c'est une bonne méchante, mais oubliable. Pour moi, la vraie révélation du film en termes de méchant, c'est quand même le maître. Le grand maître ou le maître je ne sais plus, qui est beaucoup plus déjanté en fait, qu'elle a beaucoup plus ce petit côté comment méchant jokeriesque, et vraiment c'était plus stylé, cette partie était vachement stylée sur la planète Xar il me semble. Sur la planète du grand maître, c'était la partie la plus stylée du film. C'est là où tu vois Hulk, c'est là où tu rencontres la Valkyrie aussi, où tu rencontres pas mal de personnages secondaires qui sont hauts en couleur, qui sont vraiment... Voilà, c'est cette partie qui était vachement plus dans les styles de Gardiens de la Galaxie. C'est cette partie-là qui vraiment donne son petit plus au film. Après, vraiment, ce qui fait la grosse force du film, c'est l'espèce de double tableau que le film nous sert. D'un côté, on a vraiment des scènes très burlesques, comme je me rappelle la scène où Bruce Banner est sur un vaisseau spatial et qui va sauter sur un pont pour se mettre dans la mêlée et aller au combat final. Là, il est en forme humaine, en Bruce Banner, et là, il dit à la Valkyrie, vous allez voir qui je suis, en mode gros badass, et il saute du vaisseau pour je sais pas, se donner l'adrénaline pour pouvoir se transformer en Hulk. Tu t'attends que là ça va être le moment badass, il va se transformer en Hulk, il va tous les défoncer, et il s'écrase comme une merde sur le pont, et limite j'avais eu peur qu'il soit mort, et c'était juste magique, c'était trop bien, c'était vraiment drôle, même à des moments comme ça où tu t'attends à des... En fait c'est ça vraiment la force du film, c'est tu t'attends à des scènes épiques parce que tu dis c'est bon, ils ont fait assez de blagues, ça va commencer, et paf, ils te foutent une petite blague qui est drôle, puis qui est pas si décalé que ça pour te sortir du film. C'est vraiment c'est super bien fait, c'est super bien écrit. Et de l'autre côté, il y a des scènes vraiment très belles, et justement comme j'en parlais avant, des espèces de tableaux grecs. Il y a deux scènes notamment, la scène où on voit Hela qui va affronter plein de Valkyries, et qu'on voit les Valkyries descendre du ciel sur leur Pégase. Et là c'est des couleurs de tableaux, vraiment des couleurs de peinture, d'anciennes peintures, avec vraiment cet effet, je ne sais pas, de parallaxe peut-être, je sais
pas exactement comment ils font ça. Et c'est vraiment magnifique. Il y a ça, et il y a aussi quand Thor il a enfin retrouvé ses pouvoirs de dieu du tonnerre. Il va affronter les squelettes qu'Hela a mis sur son passage pour le combat final. Et il se jette sur les squelettes, et là t'as un petit ralenti sur lui, t'as Immigrant Song qui commence de Led Zeppelin, et là c'est le gros passage épique où Thor justement là il brille. C'est le seul passage où Thor brille du film. Il y a notamment aussi une scène qui m'a beaucoup marqué, mais ça c'est pour les lumières. C'est Hulk va affronter un espèce de gros chien zombie qui était le familier d'Hela, et bah c'est impressionnant en termes de lumière, traitement de la lumière. Ils ont fait vraiment des choses super belles, les reflets dans l'eau, les nuages, la couleur de la lumière, tout est vraiment très bien géré, les ombres, tout est vraiment super, et ça donne vraiment un côté très très beau à l'image. Il y a aussi deux personnages que j'ai énormément aimé. C'est déjà l'apparition de Doctor Strange, qui a l'air de super bien avoir maîtrisé ses pouvoirs depuis son propre film. Bon, peut-être parce qu'il a l'œil d'Akamoto, il me semble, sur son coup, mais là il envoie du pâté en mode je suis magicien, pop, je te fais des trucs, tu comprends rien. C'est vraiment très classe, et je suis content qu'il fasse ce genre de choses. Et il y a également Korg, qui est un personnage fait de pierre et qui est, ma foi, super sympathique, et qui est l'apport comique vraiment du film. Il fait tout le temps des blagues, et tout le temps drôle. Il est décalé à fond, et c'est génial. C'est super bien fait. C'est un des meilleurs personnages secondaires, je pense, pour moi, de tout le Marvel univers. Je pense. C'est vraiment une énorme découverte dans ce film, et j'espère qu'ils garderont ce personnage pour apporter un peu de fraîcheur dans certains opus. Même s'ils le foutent un peu par là, même s'il a rien à faire là, je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça annonce vraiment du bon pour l'univers Marvel au cinéma. On voit vraiment que Marvel a trouvé une espèce de ligne éditoriale, une façon de faire leurs films, où ils vont faire vraiment des fillers du genre Deadpool, Gardien de la Galaxie, et qu'ils vont réserver le côté plus sérieux, et je l'espère pour des films comme Avengers ou Infinity Wars là, qui va bientôt arriver. Et je pense que c'est la bonne façon de faire, et qu'ils ont trouvé une façon qui leur permettra de durer assez longtemps pour nous réserver pas mal de surprises. Ce qui annonce aussi du bon pour l'univers Marvel, c'est le lien qu'ils sont en train de faire entre les personnages de tel ou tel film. Par exemple, là, de Doctor Strange qui arrive de nulle part, ils n'ont pas eu besoin d'expliquer son background, d'expliquer qui il était très en profondeur. Ils l'ont expliqué à Thor, mais pas aux spectateurs. Parce que là, ils s'en fichaient que t'aies vu le film Doctor Strange, que tu saches qui c'est pas grave. Il est là pour résoudre un problème, et il est pas là pour donner son background, pour donner son origin story. Celle-là, si tu veux la voir, tu vas voir le film Doctor Strange, et ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très comics la façon de faire ça, de pas dès qu'il y a un personnage être obligé de réexpliquer qui c'est, de réexpliquer tous ses pouvoirs, tout ce qu'il peut faire, et ça c'est vraiment aussi un bon côté, et j'espère qu'ils continueront à faire ça dans leur prochain film. On va pouvoir attaquer la dernière partie de la vidéo, qui est la scène post-générique. Bon, en vrai il y en a deux, mais la première c'est juste pour le fun. La deuxième par contre, on reprend à la fin du film Thor Ragnarok avec Thor et tout le peuple asgardien qui est parti en une sorte d'exil après que Asgard ait été détruite, et on voit un énorme vaisseau qui surgit je ne sais d'où d'ailleurs, qui arrive devant Thor, et on voit Thor qui est très inquiet. Et donc là justement la question c'est à qui est ce vaisseau. Et la réponse la plus logique serait que ce vaisseau appartient à Thanos, puisque on le sait, Thanos s'est mis en route pour aller chercher les pierres d'infinité, que le vaisseau de Thor, il en posséderait au moins une, et on sait aussi, au vu du trailer de Infinity Wars qu'on a vu au Comic-Con, que les gardiens de la galaxie vont retrouver Thor, surtout le corps de Thor qui flottera dans l'espace et qui semblera un peu sous le choc. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est que dans ce trailer justement, Thor il avait ses deux yeux. Donc est-ce que c'était avant, je sais pas comment ils vont articuler ça. Je pense pas qu'Infinity War se passe avant Thor Ragnarok, ça me paraîtrait bizarre. Mais le fait justement qu'il ait ses deux yeux, ou alors peut-être c'est moi qui ai mal vu, je l'ai vu sur internet d'une qualité très très basse, mais en tout cas voilà, c'est le doute encore qui plane, mais je pense que ce vaisseau appartiendrait à Thanos. Pour récapituler vite, on a la gemme de l'espace qui se trouve dans le Tesseract et qui aurait été récupérée par Loki avant la destruction d'Asgard dans Thor Ragnarok. Et on a également la pierre de l'âme qui, selon les plus grandes théories d'internet, se trouverait dans les yeux d'Heimdall, donc l'Asgardien qui peut voir partout dans les 8 mondes.
qui donc lui donnerait ce pouvoir de vision. Ça encore, c'est qu'une théorie, mais donc c'est la seule pierre dont on ne sait pas exactement, qui n'a jamais encore été présentée dans les films. Mais en tout cas, ça ferait 2 bonnes raisons pour Thanos d'attaquer le vaisseau de Thor et donc du coup d'expliquer cette scène post-générique. On a également la pierre du temps qui se trouve dans le médaillon de Doctor Strange qu'on peut voir également dans cet épisode. La pierre de l'esprit qui est dans le front de vision. On a également la pierre du pouvoir qui se trouve sur Xandar à la fin des Gardiens de la Galaxie. Et on a également la pierre de l'Aether, il me semble que c'est son nom, et celle-là, c'est celle où on ne sait pas exactement où elle est, il me semble qu'elle est partie dans une explosion, enfin elle était à la fin de Thor 2, le monde des ténèbres, et du coup, depuis on ne sait pas exactement où elle est. C'est la fin de la vidéo, donc je vous dis merci d'avoir tenu jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à partager, etc. etc. Et aussi à me donner des retours, parce que ça me fait énormément plaisir à chaque fois que j'ai un retour, et n'hésitez pas surtout à me donner des conseils sur ce que vous préférez, si un format un peu plus long, vous préféreriez avec plus de développement sur les thématiques que j'aborde, ou un format plus court justement, ou je ne sais pas, ou un film particulier. Je vous laisse à votre appréciation. Laissez aussi votre avis sur le film, ça m'intéresse aussi. Et donc je vous dis à une prochaine fois et à plus.